Bonsoir à tous. Eh bien, merci d'être là déjà pour cette dernière conférence du coup de Run Santé. Je crois que voilà, on finit par le meilleur, paraît-il. Je vais essayer de vous le prouver en tout cas ce soir. Alors, on va parler des solutions pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Alors, on va déjà essayer de comprendre ce qu'est une maladie cardiovasculaire. On ne va pas trop s'épancher forcément sur la question, mais on va essayer de retrouver un petit peu quels sont les déterminants. Donc, quelles sont les causes plutôt que les conséquences? Parce qu'en fait, on a beaucoup parlé des conséquences. On a parlé du diabète, on a parlé de l'hypertension artérielle, on a parlé d'AVC durant les 3 jours. Voilà, on a parlé beaucoup de maladies, mais en fait, on ne s'est pas forcément trop penché sur le pourquoi, ou en tout cas ce qui se passe avant. La maladie cardiovasculaire, il n'y a pas d'autre finalement manière de le représenter, c'est relativement simple. Le corps humain, c'est de la tuyauterie, très simplement. On a des artères, on a des veines. Tout ça est alimenté par une pompe, le cœur, qui va envoyer donc du sang oxygéné aux organes. Les organes donc, vont être les poumons, vont être les reins, vont être le système digestif, entre autres, et puis les membres, les jambes, les bras, etc. La maladie cardiovasculaire, c'est quoi? C'est lorsque cette tuyauterie se bouche. Est-ce que parmi vous, certains connaissent des maladies cardiovasculaires? Allez, on se lance. Allez, on. Allez, filles, je suis sûr que vous connaissez. Je passe mon tour. La crise cardiaque. Allez-y, je vous en prie, madame. J'ai des micro-AVC. Effectivement, les AVC. Les AVC, c'est une des maladies cardiovasculaires qui, d'ailleurs, tue le plus. Hein, donc l'AVC, effectivement. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Non, on a le droit de se tromper. Phlébite. La phlébite fait partie des maladies cardiovasculaires, effectivement. La phlébite, c'est la maladie thromboembolique. Et les phlébites, ça peut donner quoi? Ça se complique, ça donne des embolies pulmonaires. Et ça, l'embolie pulmonaire, on peut en mourir. Dans certains cas, ça peut même donner des AVC lorsqu'on a une malformation cardiaque. Effectivement, en maladie cardiovasculaire, on a ça. En gros, on va avoir plusieurs classes de maladies. On va avoir les maladies des grands vaisseaux, donc les artérites. Les artérites, c'est quoi? C'est au niveau des membres inférieurs. Vous savez, lorsque vous avez des patients qu'on est obligé finalement d'amputer en dernier recours à cause du diabète, de l'hypertension artérielle, etc., c'est de l'artérite, ça s'appelle de l'artérite, donc de l'artériopathie même on dit. La maladie cardiovasculaire, ça va être donc au niveau cérébral, donc les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Ça va être les infarctus du myocarde également, donc les petites artères qu'on appelle les coronaires au niveau du cœur. À La Réunion, comment ça fonctionne? À La Réunion, donc j'en ai parlé l'autre jour lorsqu'on a fait la conférence sur l'AVC. La Réunion, notre souci, c'est que la première cause de décès à La Réunion, ce sont les maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas le cas de la France métropolitaine. En France métropolitaine, la première cause de décès, ce sont les cancers. Et la deuxième cause, ce sont les maladies cardiovasculaires. Pourquoi? En fait, le pourquoi, alors c'est simple, oui et non, c'est un ensemble de facteurs. Le premier, c'est que déjà, est-ce que vous connaissez le facteur de risque? Donc il y a eu une conférence à l'instant à ce sujet-là. Est-ce que vous connaissez le facteur de risque principal à La Réunion au niveau cardiovasculaire? Le diabète, exactement. Le diabète, on a 2 fois plus de diabète qu'en métropole et on décède d'autant plus du diabète que la métropole. Effectivement, c'est une première cause. Alors, souvent, on se pose la question, pourquoi moi? Donc, on peut compter des facteurs de risque cardiovasculaires. Comment ça marche? En fait, quand on est avec une probabilité statistique d'avoir un événement. Donc, c'est-à-dire qu'on peut très bien n'avoir absolument aucun facteur de risque cardiovasculaire et pourtant développer une maladie. C'est un délit statistique quelque part. Si on fume, si on consomme de l'alcool, si on consomme gras, si on ne bouge pas assez, eh bien en fait dans cette courbe-là, on va augmenter au fur et à mesure le risque. Et on augmente le risque, et on augmente le risque. Et en fait, on monte. Et le problème des facteurs de risque, c'est qu'ils ne s'additionnent pas les uns à côté des autres. Ce n'est pas tabac, par exemple, x2 le risque, et alcool x1 le risque. Ça ne fait pas x3, ça ne fait pas x4, ça ne fait pas x2. En fait, ça fait x7. Et effectivement, les facteurs de risque, entre eux, lorsqu'ils s'accumulent, deviennent exponentiels. Et l'apparition de maladies cardiovasculaires
du coup, se fait par l'accumulation des facteurs de risque. C'est pour ça que c'est difficile et intellectuellement, c'est pas tout à fait pertinent de les prendre les uns à côté des autres. C'est plutôt d'essayer d'avoir un équilibre. Et on va le voir en fait durant toutes ces slides, c'est que la notion d'équilibre, c'est vraiment important. La notion d'équilibre alimentaire, de l'équilibre dans notre consommation, donc on va voir un petit peu plus tard. Les constantes, les choses que l'on ne peut pas modifier, les facteurs de risque que l'on ne peut pas modifier. Bah, très simplement, on le sait tous, l'âge. Moins on rajeunit, plus on vieillit, et plus on a de risques d'avoir des événements cardiovasculaires. Ça, malheureusement, on n'y peut rien. On y passera tous. Très bien. Les antécédents. Donc, tout à l'heure, on parlait du diabète, on parlait de la génétique. Bien. Les antécédents familiaux, les antécédents personnels sont évidemment des facteurs de risque cardiovasculaires, mais c'est valable aussi pour le cancer, c'est valable pour toutes les pathologies finalement du genre humain. Il va y avoir les antécédents donc, liés à la génétique, mais il va y avoir aussi les antécédents liés au mode de vie qui se reproduisent. Si je suis jeune, je vis dans une famille qui fume, qui consomme des boissons alcoolisées à tous les repas, j'aurai plus de risques de reproduire ce comportement. Donc finalement, au-delà des antécédents purement génétiques, alors on retient en médecine, bon peu importe, mais les événements cardiovasculaires chez l'homme en dessous de 45 ans et chez la femme en dessous de 55 ans participent chez l'enfant à une augmentation du risque de maladie cardiovasculaire. Et après, il y a les choses pour lesquelles rien n'est déterminé, les choses que l'on maîtrise nous-mêmes, ou en tout cas que l'on peut essayer de maîtriser. Le tabac. Alors l'image n'est pas franchement charmante, je vous l'accorde, c'est un truc que j'ai fait via une IA. En fait, on saisit ce qu'on veut et puis on tombe dessus. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de droit d'image dessus, on fait ce qu'on veut. Le tabac. Alors, je ne vais pas revenir forcément sur tout ce qui a été dit, parce que le tabac a été longuement, en long et en large, évoqué durant ce séminaire, enfin ce salon. Néanmoins, il est relativement simple de comprendre que le tabac, de manière assez triviale, c'est une accumulation finalement de toxiques qui vient épaissir les artères. Un peu, tout à l'heure on faisait l'analogie avec la tuyauterie, c'est le même principe, une tuyauterie qui s'entartre, finalement ça passe moins bien d'une part, mais surtout lorsqu'on durcit les artères, on les rend beaucoup plus imperméables, on les rend beaucoup plus dures, et finalement lorsque le diamètre se rétrécit et que les parois sont d'autant plus dures, la pression augmente. D'accord ? La pression augmente, ça va beaucoup plus vite. Et cette pression, c'est ni plus ni moins que l'hypertension artérielle. En augmentant l'hypertension artérielle, on l'a dit tout à l'heure, on augmente le risque de diabète, on augmente le risque de maladie rénale, on augmente en fait tous les risques cardiovasculaires. Le tabac, souvent, les gens disent, alors moi c'est bon, c'est occasionnel, je fume juste une clope de temps en temps en soirée. Bon, est-ce que, selon vous, alors si je vous pose la question, vous sous-entendez probablement la réponse, mais est-ce qu'une clope de temps en temps, allez, une par jour, est-ce que c'est vraiment grave? Oui ou non? Ça dépend de quoi? Ça dépendrait de la personne. D'accord? Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? Ça évite de passer à quelque chose de plus dangereux. D'accord? Okay. Vous pensez que c'est grave? Alors, le tabac, la première cigarette, une cigarette par jour, augmente le risque de 40% d'événements cardiovasculaires. Une seule cigarette. Après, on sait qu'il y a une relation de dose à effet. C'est-à-dire que plus on va consommer de cigarettes par jour et plus longue la consommation sera, plus on augmentera le risque. Et de manière exponentielle. Comme on disait tout à l'heure, les facteurs de risque, c'est toujours de manière exponentielle. Donc, dans le jargon médical, lorsqu'on essaie d'évaluer une dépendance au tabac, on évalue en ce qu'on appelle en paquet années. On estime donc un paquet de 20 cigarettes, on regarde le nombre d'années de consommation. Si vous fumez un paquet par jour pendant 20 ans, vous avez 20 paquets années de consommation. Et en fait, c'est cette unité-là qu'on utilise pour savoir le risque, le coefficient de risque, donc le facteur multiplicateur, pour essayer de connaître la maladie cardiovasculaire. Prévenir en tout cas. L'alcool. L'alcool, c'est pareil, on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce qui est dommageable dans l'alcool? À votre avis, qu'est-ce que ça fait l'alcool sur le plan cardiovasculaire? Est-ce que quelqu'un a une idée? Il y a du sucre, exactement. Et ça va être, en fait, vous allez voir tout l'essentiel du diaporama aujourd'hui. Je ne vais pas me fixer forcément sur tous les facteurs qu'on connaît, dont on a déjà parlé. On va parler de deux choses. Et l'alcool est constitué en très grande partie, en écrasante partie, de sucre.
est de sucre ajouté, d'accord, lié à de la fermentation, peu importe. C'est du sucre en plus qui n'est pas nécessaire. Alors au-delà de ça, ça augmente la pression artérielle. En augmentant la pression artérielle, on augmente le risque de faire des AVC. Hein. Les AVC, pour rappel, il y a l'AVC qui bouche, donc l'artère qui bouche, donc c'est l'AVC ischémique. Et puis après, il y a l'AVC hémorragique, c'est l'artère qui se rompt. Et souvent, elles se rompt lorsqu'il y a un anévrisme, lorsque l'artère se dilate de trop et que finalement, sur un accès de pression artérielle, ça s'ouvre. Et le pire ennemi, ça va être le sucre. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu au sucre. Pareil, donc ça c'est une image qui a été faite par l'IA, du coup je trouvais ça plutôt pas mal. On va essayer de s'intéresser un petit peu et démystifier, et puis voir un petit peu si dans la vie de tous les jours, vous avez vraiment conscience du sucre que vous prenez. Alors c'est la question que je me suis posée moi-même. Est-ce que déjà, alors je donnerai la réponse quelques slides plus tard, mais est-ce que déjà vous savez, en équivalent sucre, alors je parle des sucres rectangulaires, ceux qu'on voit un peu de moins en moins. Maintenant, on les fait tout carrés justement pour éviter d'avoir trop de sucre à mettre dans le café. Donc maintenant, ils les font carrés, un peu plus petits. Bon, j'ai réussi à retrouver des rectangulaires. Est-ce que vous savez combien de sucre comme ça, en théorie, en sucre ajouté, on doit utiliser, ou en tout cas prendre par jour? On ne doit pas dépasser, d'après l'OMS. Vous diriez combien? Tu dirais combien? 0, pas de sucre ajouté. Tu dirais 0. Ok. Combien? 5? 5? D'accord. 40 grammes? Vous regardez sur votre téléphone là? Bon alors ça va. Vous diriez combien les autres? En nombre de sucres. Hein? 1, 3, 1 sucre, 2. Putain, vous êtes sévère. Hein? Ok. Est-ce que vous savez combien de grammes de sucre ça représente ça? 6 grammes. Les rectangles, c'est 6 grammes de sucre. Alors je ne vous dis pas la réponse tout de suite, vous allez voir. Est-ce que vous connaissez cette boisson? Tout le monde connaît cette boisson. Bon, j'allais me faire engueuler si je mettais la marque, donc j'ai pas mis la marque. Mais par contre, on reconnaît tous. Si on considère une bouteille de ce truc très connu, de 50 centilitres, souvent j'en vois dans les poches des gens. Je vois souvent des gens qui se baladent ou même qui courent, j'en ai vu sur des sentiers avec des bouteilles de ce truc-là, de 50 centilitres. D'accord? À votre avis, combien de sucre rectangulaire je peux trouver dans ce truc-là? Alors un monsieur très sévère, 10 sucres dans une bouteille de 50 centilitres. Jeune homme. Combien? J'ai pas entendu. 15. 15 ou 20 sucres? Ah, t'es encore plus sévère, toi. Hein? Vous diriez combien? 4? Ok. Bon. En fait, vous avez dans ces boissons-là, donc dans les sodas, vous avez en moyenne 10 grammes de sucre par 10 centilitres. Un verre, un petit verre comme ça, on va dire que c'est à peine plus de 10 centilitres. C'est 10 centilitres. Donc là, déjà, si je bois un verre de cette boisson-là, j'ai déjà un sucre et demi. D'accord? Vous vous dites que si vous avez 50 grammes, enfin pardon, j'ai vendu la mèche. Si vous avez 50 centilitres, vous avez 50 grammes de sucre. Ça veut dire que vous avez entre 8 et 9 sucres comme ça. Donc une bouteille de 50 centilitres, vous voyez bien, on est quasiment à 9 sucres. Je ne vous ai pas encore dit combien on avait le droit de sucre par jour. Donc là, on est à 9. Ok, entre 8 et 9. Très bien. Vous connaissez? J'ai pas mis la marque. Hein. J'ai veillé aussi. Hein. Allez, on va dire un petit gâteau. Un de ceux-là. Puis souvent, ils sont par pack de 4. Un seul, vous diriez combien de sucre? 2 sucres par petit gâteau? Ok. Quelqu'un d'autre? Combien? 5 sucres par petit gâteau. Bon. Ah, mais pourtant, il y a du lait là-dedans, non? Vous croyez pas? Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Il y a un sucre et demi rectangulaire par petit gâteau. Par pack de 4, 1,5 x 4, 6. Ok. Bon, ça. Imaginons, c'est le goûter. J'ai bu la boisson un petit peu pétillante avant et j'ai rajouté ça. Bah oui, parce que dans la vraie vie, c'est un peu ce qui se passe. Ok. Alors là, c'est intéressant. Alors ceux qui étaient au topo juste avant connaissent un peu la réponse. Là, on voit du riz blanc, on voit des coquillettes. Ok. Et ça, vous diriez, pour, on va dire, 250 grammes, c'est 4 portions. Vous diriez, pour 4 portions, combien de sucre? 1,5. Effectivement. Pourquoi je l'ai mis?
c'est pour vous dire que ce n'est pas spontanément sucré. En fait, il n'y a pas de sucre ajouté là-dedans. Alors, si vous avez écouté tout à l'heure ce que disait ma consoeur endocrinologue, en fait, le problème du riz blanc et des pâtes, entre guillemets, blanches, si on peut dire, c'est que l'index glycémique monte très rapidement. C'est quoi l'index glycémique? C'est finalement le taux de sucre dans le sang qui évolue avec le temps très rapidement. Ça monte très très vite, très très vite. Et finalement, si on associe ça avec d'autres choses encore plus sucrées, on va encore plus potentialiser le taux de sucre dans le sang. Oui. Absolument. En fait, et plus la farine sera raffinée, et plus on sera dans ce registre-là. Et en fait, ce qu'on conseille, alors pour ceux qui font un peu de pâtisserie, est-ce que vous savez à partir de quelle épaisseur ou quel raffinage on préfère utiliser en farine? Vous savez, il y a les T quelque chose, T50, T60, etc. Est-ce que vous savez à partir de combien il faudrait prendre? Si on veut éviter des farines les plus raffinées, il faudrait prendre pour la pâtisserie au-dessus de T85. Et je ne suis pas sûr que tout le monde pâtisse avec de la T85. C'est pas évident, hein. Faut s'adapter. Bref, tout ça pour dire que c'est pas catastrophique. En quantité raisonnable, c'est pas un problème. Par contre, il faut que ça soit associé à des légumes. Pourquoi? Parce que les légumes font baisser l'index glycémique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que ça tout seul, avec de la viande, avec d'autres choses sucrées, le cocktail n'est pas top. Par contre, si on associe ça avec des légumes, eh bien les légumes vont faire tampon un petit peu. Ils vont permettre d'abaisser le seuil glycémique. Et c'est ça qui est intéressant. Finalement, c'est encore cet esprit de balance, d'accord, de pondérer. Alors là, on voit des boîtes de conserve. Alors à votre avis, dans une boîte de conserve, alors on a plein de marques, hein, peu importe, c'est le même esprit, c'est la même chose. Dans une boîte, alors avec le jus, avec à l'intérieur, on va prendre de petits pois carottes par exemple. Dans une boîte de petits pois carottes, à votre avis, combien de sucre on peut trouver? Là, vous allez me dire, comment ça, il y a du sucre ajouté? Oui. Combien vous diriez? Un sucre. D'accord. Combien vous diriez les autres? À peu près. Vous savez pas trop? Il y a 1,5. Pas mal. Pas mal du tout. 1,5. Pourquoi on a du sucre dedans? Pour conservateur. Ouais. Exhausteur de goût, effectivement. La conservation. Pardon. Pour nous rendre addicts aux petits pois carottes? Pourquoi pas? Effectivement, c'est une piste. Je ne l'ai pas exploré celle-là. Mais effectivement, je vais le retenir pour le prochain topo que je ferai là-dessus. Mais au-delà de l'addiction, effectivement, c'est exhausteur de goût. En fait, lorsque vous allez avoir une limitation en sel, on va vous dire moins de sel, réduction de 25% de sel, etc. C'est qu'en fait, ça va être enrichi soit en sucre, soit en autres conservateurs, nitrite de potassium, nitrite et nitrate, en fait. Et typiquement, les nitrites, nitrates, le jambon blanc, dans le terme, il est censé être blanc, le jambon. Le problème, c'est que quand vous voyez du jambon et qu'il est rose, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Donc ça, c'est les nitrites de potassium, nitrates de potassium. Donc effectivement, il y a du sucre dedans. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on devrait prendre au lieu de ça, finalement? Qu'est-ce qu'on conseillerait? Parce que si on veut des légumes, puis on a l'avantage d'avoir quand même des gens qui cultivent de très très bons légumes à La Réunion, et puis on a l'avantage d'avoir un panel assez important. Comment il faudrait les cuisiner, finalement, les légumes? Exactement, vapeur, tout simplement. Et là, vous êtes sûr de tout garder et vous ne détruisez pas les fibres. Alors là, on va parler de jus de fruits. Alors, j'ai pas voulu mettre... alors, je l'ai mis, et puis on m'a dit non, il ne faut pas. Un jus de fruits très connu à La Réunion, qui a un nom un peu espagnol, là. Bon. Oui, d'ailleurs, c'est le cas avec les autres jus de fruits. Hein. À votre avis, dans ce genre de jus de fruits, combien de sucre? 10. 10 pour monsieur. 6 pour toi. D'accord. Il y a d'autres chiffres? 4, 3, 4, ok. 10. 10 là-dedans. Et alors, donc, moi je travaille pour des cliniques de rééducation et je me suis amusé à regarder un petit peu ce que des fois on pouvait donner à nos patients et ça va nous amener à réfléchir un petit peu. J'ai regardé une espèce de truc de jus de fruits et en fait je me suis aperçu qu'il y avait 11, l'équivalent de 11 sucres dans l'entièreté, dans 50 centilitres en fait, de cette boisson-là. Alors, on ne boit pas 50 centilitres de jus de fruits. Nos patients ne boivent heureusement pas 50 centilitres de jus de fruits. Ils en boivent à peu près 15 centilitres. Mais c'est toujours trop. D'accord ? Qu'est-ce qu'on préfère faire du coup au lieu de boire des jus de fruits? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? En tout cas, ceux du commerce. Qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup? Manger des fruits. Ah ouais, mais c'est tellement plus pratique, ça va beaucoup plus vite quand même. D'accord ? Alors, est-ce que finalement, si on presse ces fruits soi-même, est-ce que c'est mieux? Ouais.
Tout le monde est d'accord pour dire oui, c'est mieux? Monsieur n'est pas tout à fait d'accord. C'est pas forcément mieux. Comment? Les fibres. Ok. Exactement. Alors, dans les faits, dans l'échelle du pire, c'est moins pire, effectivement, de faire son jus de fruits soi-même. Et finalement, c'est même mieux, en fait. C'est même mieux parce que on n'enrichit pas, parce que dans les jus de fruits qu'on peut observer dans le commerce, en fait, on les enrichit en vitamines. Donc on va rajouter en fait de la poudre, tout simplement, hein. Il y a de la poudre qui va être rajoutée pour pouvoir valoriser le fait que ce soit en apport journalier, 20% des apports, 50%, peu importe. En fait, ce qui va être important, c'est d'avoir un fruit entier pour pouvoir casser de la fibre. Et comme disait tout à l'heure ma consoeur, c'est que finalement, en cassant la fibre, en gardant le fruit intact, l'index glycémique monte moins rapidement. On est toujours dans cet esprit un peu d'index glycémique et de montée d'hyperglycémie. Alors, hop là, un menu chez un commerçant que vous connaissez, non cité, hein, il n'est pas cité, vous voyez bien. Vous connaissez le sandwich, vous connaissez la boisson, bon, les frites, et puis le dessert un peu glacé là. À votre avis, dans ce menu-là, combien de sucre dans ce menu? Parce que là, on prend les choses séparées les unes des autres, mais il faut voir que sur l'équivalent d'une journée, il y a le petit-déj, il peut y avoir un peu de grignotage à 10 heures, parce qu'on a un peu la dalle, et puis surtout les écoliers, moi je pense aux enfants, surtout dans la cour d'école. Alors heureusement, on a arrêté les distributeurs de cochonneries. Le midi aussi, on peut consommer des choses un peu de ce type-là. Par exemple, entre midi et 2, on se dit, allez hop, on a une heure de perme, on fait ce qu'on veut, allez, on va aller manger. Ok, puis à l'après-midi, le goûter, et puis il va y avoir le soir. Bon, un menu comme ça, combien de sucre? 10. Qui dit plus? 15. Combien, madame? 20. Ok. Alors, pour être très précis et pour pas trop me mouiller, on a environ 40 centilitres dans celui-là, les nouveaux formats. Vous voyez? Ça, c'est la moyenne. La moyenne, vous voyez, dans toute la taille, là. Et puis ça, c'est une taille standard. C'est un truc en 3 lettres. Vous voyez? Et puis ça, on le connaît. Ça, c'est un truc anglais. Bon. Dans ce menu-là, on a l'équivalent de 16 à 20 sucres. Dans un menu. 16 à 20 sucres. Bon. Par contre, on ne s'est toujours pas dit combien de sucre on avait le droit par jour. Bah oui, en sucre ajouté, je parle. Hein. Alors, est-ce que vous avez changé d'avis par rapport à tout à l'heure? Tout à l'heure, c'était variable. Certains me disaient 1, 2, 3. Dur, parce que là, si on dit qu'on en a 20, si vous me dites que vous avez le droit qu'à 2 sucres ajoutés par jour, ça va être un peu chaud. Hein. Combien vous diriez maintenant, là? Est-ce que vous avez changé un peu d'avis? Vous diriez combien par jour? 10? 10 sucres? Ok. Combien? 5? Allez, 7. Ouais, on essaie de se rassurer. On se dit qu'en fait, les besoins sont supérieurs pour pouvoir encaisser tout ça. En fait, on a le droit à 25 grammes de sucre, c'est-à-dire 6 cuillères à café de sucre, et en l'occurrence, 4 sucres. Ah ouais, et ouais. Ça veut dire que le Coca, le Pepsi, le Brest Cola, voilà, je me suis rattrapé, j'en ai dit 3. Le cola, la boisson cola. Lorsque vous buvez 50 centilitres, vous faites le double. Vous avez exactement le double des apports journaliers en sucre surajouté. Et ça, c'est énorme. Alors ça, on va en parler juste après. Donc le sucre, il faut bien comprendre que qu'est-ce que ça crée, l'excès de sucre? En fait, l'excès de sucre, il ne va pas être tamponné par de l'insuline. Vous savez, le pancréas, il sécrète une hormone qui permet de faire baisser le seuil du sucre. Le problème, c'est que l'insuline ne va pas pouvoir gérer cet apport massif de sucre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce sucre va s'accumuler. Il va s'accumuler dans le foie, il va être redistribué un peu partout. Et finalement, ça va faire une surcharge pondérale. Donc on va prendre du poids de manière sélective au niveau du ventre, principalement. D'accord ? Et c'est cette graisse abdominale qui va créer de l'inflammation un peu chronique, qui va favoriser le diabète, qui va favoriser les maladies intestinales inflammatoires, parce qu'on crée de l'inflammation. L'inflammation crée de l'inflammation. On pourrait parler très bien de maladies inflammatoires auto-immunes aussi. Hein. On sait qu'une alimentation basse en sucre permet de réguler les maladies pro-inflammatoires. On sait que les cancers se nourrissent de sucre. On sait pertinemment que pratiquer une activité physique et limiter son apport de sucre dans le cadre notamment des cancers du sein. Aujourd'hui, c'est Octobre Rose. Enfin, aujourd'hui, ce mois-ci, c'est Octobre Rose. On sait que pratiquer une activité physique et limiter son sucre permet de diviser par 2 le risque de récidive.
Donc on voit bien que le sucre est au milieu d'une espèce de circuit qu'on appelle le circuit acide, l'oxydation. Cette oxydation un peu chronique qu'on alimente finalement, on continue à manger, eh bien, continue à aggraver le risque de maladie cardiovasculaire. Alors la surcharge pondérale, elle n'arrive pas forcément tout de suite. C'est-à-dire que si vous avez de jeunes enfants qui peuvent avoir, alors je sais pas, entre 5, 6, 10 ans, 8 ans, qui vous demandent des gâteaux, etc. Bon, on a l'impression qu'il n'y en a qu'un seul, et puis on associe un verre de lait, tout va bien, ok, très bien. En fait, vous n'allez pas le voir, il ne va pas forcément prendre du poids. Le souci, c'est que ça se verra beaucoup plus tard. Ils ne vont pas forcément prendre de poids. Tout à l'heure, comme on disait pour le diabète, un tiers des patients diabétiques n'est pas en surpoids. D'accord ? Donc il ne faut pas forcément associer le surpoids au diabète, il ne faut pas forcément associer le surpoids aux maladies cardiovasculaires. C'est un ensemble. Et c'est piège. Le cholestérol, ça revient tout le temps. Est-ce que le cholestérol, est-ce que quelqu'un sait un petit peu... Il y a du bon, du mauvais, paraît-il ? C'est ce qu'on nous dit ? Ok. Vous pensez qu'il y a du bon et du mauvais ou pas ? Ouais. Effectivement. Il y a du bon et du mauvais. Pour le traduire de manière très simple, il y a du bon et du mauvais. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est le mauvais cholestérol ? Comment on l'appelle sur les prises de sang ? Parce que je pense que dans l'eau, pas mal ont eu des prises de sang, dont je fais partie d'ailleurs. Le mauvais cholestérol, il s'appelle comment ? Le LDL. Exactement. Et le bon, il s'appelle comment ? Le HDL. Il y a des gens très bien informés. Effectivement, deux types de cholestérol. Alors, cholestérol, oui, non, c'est pas vraiment des cholestérols en fait, mais peu importe. Ça marche comment ? Le HDL, c'est pour High Density Lipoprotein, donc c'est une lipoprotéine, donc une protéine associée à un gras qui est de haute densité. Bon, très bien, c'est une belle jambe. En tout cas, c'est associé à une protéine qui le transporte. Et en fait, on voit bien, le gras qui s'accumule dans les artères, donc on disait tout à l'heure, qui est en excès, va être récupéré par l'HDL pour être ramené dans le foie. Qu'est-ce qui va se passer dans le foie ? En fait, le foie va dégrader ses lipides. Il va les dégrader, ça va épurer. En fait, ça va permettre d'épurer un petit peu tout le système artériel. C'est un peu une espèce de desktop. En fait, tout à l'heure, on parlait l'analogie, la comparaison par rapport à la tuyauterie. Bon, on y est. Hein. Le LDL, à l'inverse, lorsqu'il va s'accumuler, lui, il va plutôt nous donner une augmentation du risque cardiovasculaire. Pourquoi ? Parce qu'il va aller récupérer tout ce qui est en excès et puis il va nous le coller dans les artères. C'est pour ça que quand on veut maîtriser les facteurs de risque cardiovasculaire, les maladies cardiovasculaires, et pour ceux qui, malheureusement, entre nous, auraient des pathologies, notamment cardiaques ou type AVC ou diabète, on va être extrêmement vigilant, on va y arriver, vigilant à l'augmentation des LDL. Effectivement, est-ce que quelqu'un a une idée des chiffres à peu près de LDL, à pas trop dépasser ? Ouais, 1,6 ? Très bien. En fait, effectivement, monsieur est bien calé, 1,6, c'est le seuil à ne pas dépasser. À partir de 1,6 g par litre, donc c'est des grammes par litre, méfiez-vous des fois sous les analyses de laboratoire, c'est en millimoles, ça devient un peu compliqué. Il faut parler en grammes par litre, c'est beaucoup plus simple. Au-dessus de 1,6, on augmente considérablement le risque de maladie cardiovasculaire. Le mieux, ce serait d'être en dessous de 1. Et le problème, c'est lorsqu'on est dans la prévention, ce qu'on appelle secondaire, tertiaire, donc on a un événement cardiovasculaire, un infarctus ou un AVC, on est encore plus exigeant. Il faut diminuer encore plus. C'est 0,7. Et puis maintenant, on se dit même pour les AVC, ce serait 0,55. Dur, hein. Ouais. Pour diminuer la part de LDL, il faut aussi augmenter la part de HDL, de bon cholestérol. Alors souvent, la question qui revient, c'est quoi ? Comment est-ce qu'on fait monter le taux de bon cholestérol en fait, hein ? On a l'impression qu'on pourrait transformer du mauvais en bon. Bon, c'est pas aussi simple. En fait, pour favoriser l'augmentation du bon cholestérol au détriment du mauvais, en fait, c'est l'activité physique. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. C'est principalement l'activité physique, la diminution des graisses animales, d'origine animale, donc les viandes rouges, la charcuterie, toutes ces choses très exceptionnelles, et surtout principalement l'activité physique. Pareil, intelligence artificielle. La sédentarité. Sédentarité, alors vous voyez, c'est un petit bonhomme, alors je l'ai noté tel quel pour avoir l'image, un homme dont les jambes se transforment en racines et les bras se transforment en branches. C'est un peu ça la sédentarité. La sédentarité, c'est l'inverse d'activité physique. Okay. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est l'activité physique ? C'est quoi de l'activité physique ? Ça se définit comment ? Le sport ? Bouger. C'est mieux comme réponse à bouger. Ok. En fait, l'activité physique, c'est ce qui nous définit dans la vie de tous les jours. Pratiquer du sport, 30 minutes par jour, tous les jours, etc. Ok, très bien. Si vous faites ça, mais que le reste du temps, vous êtes assis sur votre chaise, vous êtes un sédentaire.
Eh ouais, vous êtes encore sédentaire. La sédentarité, en fait, elle se définit par une espèce d'unité qu'on appelle MET, MET, bon, très bien. En fait, lorsqu'on est assis sur sa chaise, c'est la base. C'est grosso modo la dépense énergétique quand on fait rien. Ok. Donc, quand on ne bouge pas, donc ça, c'est pour après. Quand on ne bouge pas, on est à 1 mètre, d'accord? Parce que c'est la base. C'est quand on est assis qu'on ne dépense rien. On va voir après qu'en bougeant, en fait, en marchant, par exemple là, quand je marche, je suis à peu près à 2 mètres. C'est pas beaucoup, hein? Et en fait, la sédentarité, elle est définie quand on est en dessous de 1,5 mètres la majeure partie du temps. Et alors, je pense qu'il y a quand même pas mal d'actifs parmi nous. Combien travaillent dans un bureau tout au long de la journée? Levez la main, ceux qui travaillent dans un bureau. Ok. Donc on a la moitié, un peu plus. Ok. Très bien. Alors, on va faire un test. La nuit, vous dormez, comme moi, j'espère. Très bien. Le matin, vous vous levez. Est-ce que tout le monde prend un petit déj? Oui? Non? Bon, peu importe. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous vous levez? Lorsque vous prenez vos petits déj? Qu'est-ce que vous vous tenez comment? Vous êtes debout? Assis? Assis? Bah oui, on est assis. Ok, très bien. Bon, on se lève, on se fait beau, on s'habille un petit peu. On va aller au boulot. Bon, on a des bouchons. On va être dans la voiture? Bah ouais. On est assis? Mhm. Ok. Combien de temps de route? Alors si on passe par le bar à choix, on est mort, hein, c'est foutu. Allez, une demi-heure, 1 heure, certains ont la chance d'être en moins de 10 minutes, pendant un quart d'heure. Très bien. Lorsqu'on va dépasser finalement la demi-heure, on va arriver au boulot. Très bien. Au boulot, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit? Bah ouais, on s'assoit. Est-ce qu'on se lève beaucoup? Alors il y en a peut-être parmi vous qui se lèvent un petit peu, qui ont la photocopieuse un peu éloignée, et ça c'est très bien, c'est une très bonne idée. Mais sinon, on va rester assis. Petit message. On va rester assis la plupart du temps. On va se lever le midi, ok, on va aller manger. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va aller manger? On va s'asseoir. Très bien. On se lève, on retourne au boulot, on s'assoit. Très bien. On a fini le boulot. Ouf, enfin. Ok, 17, 18h, 19h, très bien. On va dans sa voiture, on est assis. Ok, on rentre à la maison. On rentre à la maison, qu'est-ce qu'on va faire quand on rentre à la maison? On s'assoit sur le canapé. Bah ouais, c'était fatigant la journée, hein. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire sur le canapé? On dort, on mate la téloche, on lit un bouquin. Ok. Et en fait, combien de temps dans la journée vous avez été actif? En nombre d'heures? Parce qu'il faut compter en heures, hein. Combien d'heures avez-vous été actif en mouvement? Combien d'heures avez-vous dépassé le 1,5 mètres? 3 heures, toi? Ouais, t'as du bol. Et tous les jours? Ouais, t'as du bol, toi. Bravo. Bravo. C'est bien. Tu sais pourquoi? Parce que lorsqu'on dépasse ou lorsqu'on est à peu près à 10 heures de sédentarité dans la journée, donc grosso modo, nous tous quasiment, sauf toi, jeune homme, lorsqu'on est à peu près à 10 heures, il faudrait 2 heures minimum d'activité physique par jour pour compenser les effets néfastes de notre sédentarité. Je dis bien pour compenser les effets néfastes. Pas pour être bien, mais pour compenser le négatif, pour être dans le zéro. Est-ce qu'on est tous ensemble là à faire 2 heures d'activité physique par jour? Non, je crois pas. Hein. Bah, ça craint. Hein. Alors, la marche est une activité physique. Comme on disait tout à l'heure, on est à peu près à 2 mètres. C'est bien. Mais il faut dépasser les 2 heures. Les 2 heures, comme je disais, c'est pour revenir à un niveau zéro. C'est pour compenser. Compenser ce qu'on fait de mal. Bah, c'est pas top. Et ça s'appelle le syndrome de la chaise. C'est comme ça que je l'ai baptisé. Mais je crois que d'autres l'appellent comme ça aussi. On disait tout à l'heure, être assis 1 mètre. Ok. La muscu. On a l'impression qu'on fait du sport, qu'on fait de l'activité physique. Je vais à la salle de sport 4 fois par jour. Ok, je fais des squats, je fais bench, tout ça. Ok. Bon, en fait, c'est comme de faire le ménage. J'ai volontairement mis les messieurs. Hein, vous avez vu, vous avez remarqué? Oui, fait exprès. Merci, c'est gentil. Donc à choisir, messieurs, c'est pareil. D'accord? Pour votre cœur en tout cas. Pour les beaux muscles, c'est sûr qu'on se muscle un peu plus facilement à la salle de sport avec... bref, peu importe. Et qu'en faisant le ménage, je suis bien d'accord avec vous, et puis c'est quand même plus sympa. Mais peu importe, dans les 2 cas, vous choisissez, mais c'est 3 mètres. C'est que 3 mètres. En fait, c'est très peu. Le foot, 7 mètres. Ah, ça commence à être pas mal. Mais est-ce qu'on fait du foot tous les jours? Bah non. Ok. 1965, ça remonte. Peu d'entre nous aussi, quelques-uns étaient nés.
26 heures par semaine d'inactivité de sédentarité. Par semaine, en 1965. Si déjà nous sommes tous minimum à 35 heures par semaine de boulot, bah on les explose déjà les 26 heures. Hein. Si on disait tout à l'heure, imaginons, on reste à 7 heures par jour de sédentarité, on se rajoute le matin une petite demi-heure, on se rajoute le midi une petite demi-heure, le soir, allez, 2-3 heures, oh là là, on va éviter de faire les calculs. Hein. 639, c'est un nombre comme ça, lâché. Vous savez ce que c'est ou pas? Ça vous dit quelque chose? 639? Comment? Par an? Non. C'est pas un truc comme ça. 639, ouais. Ça pourrait. Ça aurait pu être un super truc hyper... mais non. 639, c'est le nombre de muscles que compose votre corps. Est-ce que vous aviez l'impression d'avoir 639 muscles? Non. Ouais, parfois? Ouais. Vénard. Dans les faits, on n'a pas l'impression. On va faire un test. Allez, point gauche ou point droit, ce que vous voulez. Et vous le serrez. Et là, vous le serrez fort, fort, fort. Mais vraiment, il faut y aller, avec conviction. On le serre, on se concentre. Allez, il nous reste 15 secondes. Puis on y va, on y va, on y va. Il faut serrer le plus fort possible, plus fort possible. Petit à petit, vous allez relâcher, tranquillement, tranquillement. Et vous allez essayer de vous écouter. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez serré les muscles de la main, donc qui se répercutent dans l'avant-bras. Pour certains, pour la majorité, vous avez serré les biceps. Bah ouais, pourquoi vous avez contracté le biceps alors que vous serrez la main? Bon, très bien. Un peu les triceps pour la stabilité du bras. Ok. Vous avez remonté un peu votre épaule. Ok. Vous avez avancé votre nuque. Et puis finalement, si vous avez suffisamment bien serré votre poing, vous avez même finalement retenu un peu votre respiration. Et là, vous avez peut-être senti au bout de 30 secondes, alors on a fait un peu plus rapidement, mais senti qu'au bout de 30 secondes, votre respiration réaugmenté, votre fréquence respiratoire augmentée, donc vous êtes servi votre diaphragme. Tout ça pour vous dire qu'en fait, sur un simple mouvement, sur juste une fermeture de main, pendant 30 secondes, finalement, vous avez utilisé toute une chaîne de muscles. D'accord ? Tout ça pour comprendre que les moindres mouvements sont importants dans la vie de tous les jours. Et c'est la grande difficulté. Donc, nos collègues ergonomes qui, effectivement, proposent des sièges sur lesquels on peut bouger, ce genre de choses-là, c'est complètement indiqué en fait dans la vie de tous les jours. C'est important de changer de position, c'est important de bouger, c'est important de sortir de sa chaise, de marcher, d'aller voir ses collègues. Bon, il faut quand même bosser un petit peu, mais c'est bien de se déplacer. D'accord ? C'est important le mouvement. Pourquoi c'est important le mouvement ? C'est important pour une chose, et là je suis obligé de revenir parce que, comme un couillon, j'ai pas mis la diapo au bon endroit. Ça, il fallait un mot compliqué dans ma diapo. Bah oui, il fallait justifier que je sois médecin quand même. Lipoprotéine lipase. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est ce truc-là ? C'est ça, l'hypoprotéine lipase. Lipoprotéine, tout à l'heure on a parlé de lipoprotéine. Comment ? Une graisse, ouais. C'est en même temps une graisse, c'est en même temps une protéine, exactement. Ça se trouve où ? Dans le tissu adipeux, en partie. Et ça se trouve où ailleurs ? Là on a parlé d'activité physique, de mouvement, de déplacement. Dans le sang, plus ou moins. En fait, ça se situe dans ce qu'on appelle le muscle strié squelettique. C'est quoi le muscle strié squelettique ? C'est les gros muscles. C'est les quadris, ça va être les biceps, les muscles que vous voyez en fait. Et ça va être quelque part dans les muscles lisses des artères également, mais principalement dans les muscles striés squelettiques. Ok ? Ça veut dire que pour l'activer ce truc-là, il faut créer du mouvement. Ah oui, pour la stimuler. Cette lipoprotéine, il faut créer du mouvement. Si elle est dans les muscles, il faut la déplacer, il faut la bouger, la contracter. Très bien. La lipoprotéine lipase, est-ce que quelqu'un a une idée un petit peu de quoi ça sert ? Ouais, en partie. En fait, c'est utile pour absolument tout. C'est-à-dire que cette lipoprotéine, au-delà des autres trucs que je n'ai pas cités, qui ont des noms imprononçables avec des cycles pas possibles, la lipoprotéine lipase, c'est quelque chose qui va faire augmenter le taux de HDL, vous savez, le bon cholestérol dont on a parlé tout à l'heure. Ça va augmenter sa présence, ça va favoriser la dégradation du LDL, donc du mauvais cholestérol. Ça va stimuler la sécrétion d'insuline et surtout, ça va diminuer l'insulinorésistance. L'insulinorésistance, c'est la résistance que les organes et les tissus ont à l'action de l'insuline. En fait, l'insulinorésistance, c'est tout simplement la première étape du diabète. Lorsqu'on a de la surcharge pondérale, on a la graisse qui s'accumule, on va avoir les artères qui vont également s'épaissir, etc.
Tout ça va favoriser l'insulinorésistance. Ça va moins marcher. L'insuline, le pancréas, il va la sécréter, mais elle va pas aussi bien marcher parce que les organes vont mal la réceptionner et puis vont pas forcément bien l'intégrer. Eh bien, cette lipoprotéine, si on l'utilise bien, elle permet de diminuer cette insulinorésistance. Et il y a des gens qui ont du bol dans la vie. En fait, ils ont une mutation génétique, mais pas dans le mauvais sens, plutôt dans le bon sens. Ils vont surstimuler cette lipoprotéine lipase. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que les personnes qui surstimulaient cette lipoprotéine lipase par une part génétique, ces gens-là allaient avoir un taux de HDL bien supérieur à la moyenne, un taux de LDL bien en dessous et un risque de diabète bien inférieur. A l'inverse, la génétique parfois est mal faite. On peut avoir des déficits liés sur des gènes, des allèles, peu importe. Et finalement, c'est des gens qui vont avoir des facteurs de susceptibilité à l'augmentation du taux de mauvais cholestérol et la diminution du bon cholestérol. Et les hypertriglycéridémies. Parfois, vous entendez les triglycérides. Triglycérides, c'est un peu le même principe que le mauvais cholestérol, en gros. Est-ce que ça, c'est à peu près clair? D'accord. Est-ce que déjà, vous avez des questions un petit peu sur tout ça? Cholestérol, diabète, tout ça, ça vous parle? Ouais. Ouais. Alors, pas nécessairement. Mais quand c'est excessif, soit, de toute façon, il y a une part génétique, ce qu'on appelle les hypertriglycéridémies familiales. Mais là, on va être sur des taux qui vont être absolument importants. Par contre, on peut observer, et ça, a été le cas chez des patients, par exemple, consommation de pain au chocolat. Vous savez, les petits trucs en sachet sous vide, ou les pains au chocolat, les chocolatines qu'on peut manger. Eh bien, des patients qui vont consommer ça tous les matins, qui vont avoir une susceptibilité éventuellement génétique ou d'autres problèmes dont on a parlé avant, qui augmentent les triglycérides, du tabac, de l'alcool, ce genre. En fait, comme on dit, c'est une histoire de balance, c'est tout l'ensemble. S'il y a des trucs déjà qui déconnent un petit peu dans l'ensemble, et qu'en plus ces personnes-là consomment des choses riches en sucre, riches en gras, graisses saturées, ce genre de choses-là, on va avoir une augmentation des triglycérides bien plus importante. Et vous allez avoir, alors normalement il ne faut pas dépasser 1,5 g par litre de triglycérides. Vous allez avoir des gens qui vont se retrouver à 14, 15, 16 grammes par litre de triglycérides. Et ça, c'est risqué parce que ça donne... Est-ce que vous savez ce que ça peut donner quand on a trop de triglycérides? Des pancréatites. Des pancréatites aiguës. Et la pancréatite aiguë, je ne vous souhaite pas d'en avoir. Pancréatite aiguë, on peut en mourir. Hein. Il y a les pancréatites aiguës qu'on appelle lithiasiques, liées à un calcul qui se bouge dans la voie. On peut avoir des pancréatites aiguës alcooliques, on peut avoir des pancréatites... Bon, peu importe. Là, cette pancréatite-là, elle est liée tout simplement à une accumulation de triglycérides. D'accord ? Donc l'augmentation de triglycérides, elle est quand même extrêmement conditionnée par l'alimentation. Et encore une fois, plus vous allez augmenter votre activité physique, plus vous allez favoriser la dégradation des sucres, des matières grasses, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très global. Et c'est difficile, il faut surtout pas voir de manière générale le corps humain, la santé, à travers le prisme d'un seul facteur de risque. Ne regardez que le tabac, ne regardez que l'alcool, ne regardez que l'activité physique. Parce qu'en fait, c'est un ensemble, c'est un continuum. D'accord ? On parlait... Oui. Oui. Alors oui. En fait, ce qui va poser problème, c'est le sucre ajouté. Pas le sucre naturellement présent dans les aliments. Eh bien, si on arrête le sucre ajouté, on n'aura pas de problème parce que, comme on dit, il est ajouté. En fait, on n'en a pas besoin, tout simplement. D'accord ? L'alimentation la plus basale possible, finalement, nous convient parfaitement. En fait, si on voulait prendre le temps un petit peu de regarder quels étaient qu'est-ce qui nous a conditionnés à manger tel que nous mangeons aujourd'hui. En fait, il y a eu des révolutions industrielles, il y a eu beaucoup de choses comme ça. On va prendre le cas, par exemple, pour l'Europe. Donc, on ne va pas remonter à 120 000 ans, l'homme préhistorique, entre guillemets, Homo sapiens, qui chassait pour se nourrir, qui dépensait énormément d'énergie pour aller chasser du gibier. Il ne mangeait pas de la viande tous les jours. Il mangeait vraiment rarement de la viande quand il avait la chance de la chasser. Mais avant, il avait passé 2 jours de jeûne ou à manger des baies pour aller chercher sa viande. Bon, certes. Par contre, ce qui s'est passé après, la guerre, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, on a dit il faut de la viande pour tous. D'accord ? On va parler de la viande. Il faut de la viande pour tous. Il faut produire en masse. Donc on est passé de fermes, entre guillemets, extensives à des fermes intensives, à de l'élevage intensif. Et en fait, on a créé encore plus le besoin. On s'est dit, bon ok, la viande, c'est un signe de richesse pour certains, d'en manger tous les jours. Donc on en mange, on en veut. Pareil, les glucides, on s'est dit, bon, il va falloir donner à manger à tout le monde, donc on va développer encore plus l'agriculture, centrée sur le blé, centrée sur les céréales. Eh bien, on va abonder, on va manger du riz, on va manger des pâtes. Et puis après, on va les raffiner, on va en faire encore plus, etc. etc. Et en fait, on s'est complètement déséquilibré. Et là, aujourd'hui,
ce qu'on essaie d'expliquer aux gens, alors il y a des campagnes d'assurance maladie, campagnes d'ARS, campagnes des médecins, enfin tout le monde est en lutte pour essayer de replacer en fait les légumes au milieu, parce que finalement, de quoi a-t-on besoin? De légumes, de fruits, de sucre naturellement présent. Le fructose, c'est un sucre. Le lactose aussi, celui contenu dans le lait. Le fructose est d'autant plus important, pourquoi? Parce que le fructose, il faut de l'énergie pour le détruire. En fait, il faut voir chaque sucre comme une espèce de molécule avec plein de tirets, plein de petits blocs reliés par des tirets, vous voyez, des espèces de formules un peu comme ça. Bon, en fait, pour digérer, pour l'intégrer, il faut péter ces lésions-là. D'accord? Eh bien, le fructose, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il faut beaucoup d'énergie pour casser en fait ces barrières. D'accord? Beaucoup plus que saccharose, que les autres sucres qu'on peut utiliser pour les bonbons, typiquement. Comment? Alors, le fructose est un sucre. Il va l'être spontanément, mais nettement moins que tous les autres sucres qui seront beaucoup plus rapidement ingérés et dégradés, surtout. Après, pour les questions de balance, parce que du coup, finalement, le topo est quasiment terminé, je pense. Pour parler un peu de balance, on parlait tout à l'heure des graisses animales. Des graisses animales, ouais, on a une petite minute. Pour les graisses animales, on va avoir... Pourquoi, d'ailleurs, on parle des graisses animales? Pourquoi il ne faut pas trop en manger? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi les graisses animales par rapport aux graisses végétales? Vous avez une idée ou pas? Toxines. C'est quoi les toxines? Ouais, ça c'est clair. Ouais. Les graisses saturées. Exactement. En fait, on va préférer les graisses insaturées. Alors ça, pourquoi? D'accord, ok. Bon, la dégradation, le stockage qui n'est pas le même, très bien. En fait, on parle souvent d'oméga 3, d'oméga 6. Ça vous parle ça? Souvent on voit. D'ailleurs, quand on va aller faire son marché ou quand on va aller dans le rayon frais, on va voir margarine enrichie en oméga 3, plein de trucs enrichis en oméga 3. Bon, super. En attendant, ce sont des produits transformés. Hein? Tous les trucs qui sont enrichis en oméga 3 sont des produits transformés. En fait, le conseil à tenir sur le plan de l'alimentation, c'est de dégager tout ce qui est transformé. Sauf que qu'est-ce qui est transformé? Tout à l'heure, on a parlé de la farine. Ah oui, c'est de la transformation ou de l'ultra-transformation. C'est de la raffinerie, du raffinage, peu importe. Lorsqu'on va avoir des viandes sous vide, on va rajouter nitrate, nitrite. Pareil, on les transforme. En fait, si on s'amusait à trier absolument tout ce qui est transformé, ultra-transformé, bah vous n'iriez plus dans les grandes surfaces. En fait, on irait juste se chercher éventuellement pour des laitiers chez celui qui le produit. On irait chercher des légumes et des fruits, et puis on se limiterait éventuellement à la viande du boucher qu'on connaît, et encore des fois on ne sait pas trop ce qu'il peut y avoir dans les céréales. Bien souvent on parlait tout à l'heure de l'agriculture extensive, et bon, bah forcément on a voulu que les veaux grandissent encore plus vite, donc on donne le lait de leur mère. Pour rappel, le lait, est-ce que vous pensez qu'on en a besoin tous les jours? Non? Pourquoi on n'en aurait pas besoin tous les jours? Pourquoi on le digère mal, le lait? Alors, ça c'est une bonne réflexion. C'est une bonne réflexion parce que quelque part c'est pas faux. Ça veut dire que c'est un peu vrai aussi. En fait, le lait c'est une hormone de croissance, ni plus ni moins. D'accord? C'est pour faire prendre beaucoup de kilos en fait à un petit veau pour aller à l'abattoir. Bon, ça c'est moins sexy. Mais le lait, on dit souvent qu'il faut du lait pour quoi? Pour les os, d'accord? Pour l'apport de... Ok. Le calcium, on peut en trouver où? Dans les plantes, dans les légumes. En fait, l'apport de calcium est bien plus important en quantité et absorbé dans les légumes que dans le lait que vous consommez. D'accord? Encore une fois, le lait que vous consommez, il est transformé. D'accord? Il a été traité à haute température, on a enlevé tout un tas de choses. Alors on parlait tout à l'heure de la digestion. Effectivement, la digestion, c'est qu'on a une enzyme, alors on va épargner le nom, qu'on a de moins en moins. En fait, effectivement, on n'a pas besoin de consommer du lait tous les jours. Donc l'humain a évolué, heureusement, dans le positif probablement, pour diminuer en fait ce taux d'enzyme, puisque finalement la consommation du lait n'est pas nécessaire. Donc on digère moins. Et l'enzyme qui était censée détruire, liser, comme on dit, le lait, bah, est de moins en moins présente. Donc c'est pour ça que ceux qui aiment le lait et qui malheureusement le tolèrent mal, sont soit obligés de se tourner vers des laits végétaux, mais est-ce que les laits végétaux c'est une bonne idée? Bah ouais, encore une fois, c'est transformé en fait. D'accord? C'est que de la graisse. Et on va vous vendre le truc parce qu'on va vous dire que c'est enrichi en vitamines trucs, en magnésium, en potassium et compagnie. Ouais, donc c'est pas hyper intelligent. En fait, si vous voulez du lait, le meilleur lait, c'est carrément celui qui sort de la vache. Mais c'est ce qu'on faisait il y a 40-50 ans, en fait. Hein? On le faisait bouillir, et puis quand même pour éliminer les bactéries.
pour pas être trop malade, et puis après on le buvait. Bah là, ça a du sens. D'accord ? Donc finalement, les produits laitiers, si on veut pouvoir les digérer, il faudrait pouvoir en boire une fois par semaine, en fait. Et là, vous êtes sûr d'à peu près le digérer parce que vous allez refaire votre stock d'enzymes. D'accord ? Oméga 3, oméga 6, en fait, je reviens sur le sujet. Oméga 3, c'est présent naturellement dans quoi ? Poisson ? Ouais. Oui, bah, on a l'exemple parfait là. Dans le poisson, en gros, les poissons qu'on dit gras, saumon, même le thon, ce genre de choses-là, ça va être présent dans certaines graisses végétales également. Ça va être présent en grand nombre dans les graines, hein, donc dans les noisettes, dans les noix, dans tout ce genre-là. Dans certaines huiles, naturellement, l'huile de noix, c'est très bien, l'huile de colza, c'est très bien. Les huiles raffinées, l'huile de tournesol, par exemple, c'est des huiles qu'on essaie d'éviter. Hein, on préfère l'huile de colza, on préfère l'huile d'olive, l'huile de noix. C'est ces huiles-là qu'on va préférer pour assaisonner notamment, ou la cuisson même. Les oméga 6, c'est quoi ? Bon, en fait, c'est juste ce qu'on a dit tout à l'heure, les graisses saturées. Hein, oméga 6, ce sont des graisses saturées. Et les oméga 6, on les retrouve où ? Dans la viande. En fait, encore une fois, l'histoire de balance dont on parlait tout à l'heure, il faut garder un équilibre entre oméga 3 et oméga 6. D'accord ? C'est un exemple parmi tant d'autres. Il faut garder un équilibre entre oméga 3 et oméga 6. Il faut un oméga 3 pour 4 oméga 6. D'accord ? Aujourd'hui, on est à un oméga 3 pour 20, 30, 40 oméga 6. Et donc, on a un déséquilibre dans les graisses animales. Voilà, c'est tout ce problème un petit peu d'équilibre. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui ? Est-ce que vous conseilleriez d'analyser le génome? Les laboratoires proposent ça parce qu'on est inégaux. Par exemple, ma mère est diabétique. Moi, je ne suis pas diabétique et j'ai un bon... je ne sais plus, c'est LDL ou HDL. J'en ai un bon. Voilà. D'accord. Donc la question c'est, est-ce qu'il faut essayer de s'intéresser au génome pour voir les facteurs de prédisposition, etc. Alors la question, elle est très intelligente parce que cette question-là, on va se la poser pour toutes les pathologies, en fait. De la même manière, si je vous pose la question, est-ce que ça vous intéresse de savoir si vous allez avoir une maladie d'Alzheimer ? Ouais. Eh bien oui, il y a madame derrière dit non. Eh bien c'est très juste. La question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes prête à recevoir cette réponse-là ? Alors vous, peut-être, mais pas tout le monde. C'est le problème. C'est-à-dire que vous avez, si on part sur la génétique, on va partir du principe que c'est fataliste, que malheureusement, c'est le génome qui le dit. Bah, du coup, je suis condamné à avoir un diabète, je suis condamné à avoir une hypertriglycéridémie, je suis condamné à avoir un cancer, je suis condamné à avoir... En fait, on va s'amuser, entre guillemets, s'amuser à faire du dépistage de génome, pour parler grossièrement, à partir du moment où on est sûr d'avoir un traitement ou d'avoir un vaccin ou quelque chose d'efficace. Aujourd'hui, est-ce que je vais faire un dépistage pour les maladies d'Alzheimer ? Personnellement, je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il n'y a pas de traitement. D'accord ? Alors, il y a des trucs pour ralentir, etc. Ce n'est pas le problème. Mais par contre, je n'ai pas envie parce que je sais que demain, je n'ai pas de solution particulière pour le traiter. De la même manière, pour le cholestérol, le diabète, en fait, ce serait pertinent si éventuellement il y avait quelque chose pour s'en protéger. Mais aujourd'hui, il y a déjà quelque chose pour s'en protéger, c'est l'alimentation, en fait. Une simple alimentation, entre guillemets, équilibrée, et une activité physique qu'on a complètement perdue aujourd'hui. Hein, on est à 3 fois le seuil de sédentarité. Et puis le pire, c'est vraiment, aujourd'hui, alors on est tous adultes, là maintenant dans la salle, mais c'est surtout pour les enfants. Dans les cours de récré, est-ce que les enfants maintenant sont aussi actifs que nous on l'était ? Ben non, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a quoi ? Des téléphones, des smartphones. Quand on regarde, amusez-vous à aller dans certains supermarchés, même si je ne suis pas fan du coup, vous l'avez compris, mais quand on regarde, vous voyez dans les caddies des fois des enfants, qu'est-ce qu'ils ont dans les mains ? Le téléphone. Et quand j'avais des consultations, donc il n'y a pas si longtemps que ça, je donnais des consultations. Bah, quand la maman venait avec son enfant, pour que l'enfant soit sage, qu'est-ce qu'on faisait ? Le téléphone. Et ouais. Et oui, bah oui. Le problème, c'est que ça augmente cette sédentarité-là. Et en fait, moi, ce qui m'embête, et ce qui embête beaucoup d'autres mondes, et je pense que vous aussi, c'est que cette sédentarité, elle commence beaucoup plus jeune qu'avant. Et finalement, c'est ce risque-là qu'on a du mal à appréhender. Et c'est ce qui fait peur de plus en plus. Et là, vous allez entendre parler maintenant, alors il y a des études qui sont sorties sur l'activité physique adaptée. Vous allez entendre parler de la sédentarité, du mal des écrans, etc. Mais parce qu'en fait, on commence à avoir des résultats, on commence à avoir des chiffres extrêmement inquiétants. Chez des enfants qui vont être sédentaires, vont pas forcément bien s'alimenter et qui vont finalement pas développer dans l'immédiat de pathologies particulières, mais qui vont à 20 ans, 30 ans développer des diabètes, développer des hypercholestérolémies, des infarctus, des AVC. Et on n'y sera pas préparé.
Enfin, en tout cas, on commence à s'en préparer, mais malheureusement, il est un peu tard. D'accord ? Donc, il va falloir penser un petit peu à tout ça. Donc, est-ce que c'est intéressant de s'intéresser au génome ? Oui, lorsque vraiment on sait qu'il y a une maladie, on va dire génétique, l'hypertriglycéridémie familiale. Est-ce qu'on va faire la détection génomique ? Non, parce que ça coûte cher et dans les faits, on ne va rien changer. Éventuellement, si une hypertriglycéridémie, on mettra un traitement, ça ne changera pas notre conduite à tenir. Parce que derrière, il n'y a pas un traitement qui permet de guérir complètement. Comment ? Le yaourt nature ? Le yaourt nature. Alors, au-delà du fait qu'il y ait encore des sucres ajoutés, ça, on va plus en parler. En fait, déjà, amusez-vous. À la limite, quand on parle de yaourt nature, il y a un peu de tout. Hein. Il y a à boire et à manger. C'est le cas de le dire. D'ailleurs, vous avez, tiens, au passage, vous savez, il y a une forme de yaourt à boire assez connue, en 3 lettres, qui vous voyez un petit peu, hein, qui résonne comme un opérateur de chez nous, là. Bon. Ce yaourt à boire, à votre avis, combien de sucre ? Bah, comme dans la boisson dont on parlait tout à l'heure. Exactement pareil. On est entre 8 et 9 sucres. Pourtant, on se dit, c'est des produits laitiers, c'est bien pour nos enfants. C'est bien qu'ils aient entre guillemets, du lait et des produits laitiers à 4 heures. Bah ouais, mais non. Alors le yaourt, bah, c'est le même principe. En fait, amusez-vous, ça dépendra du yaourt du coup. Ça reste un produit laitier, comme on disait, hormone de croissance finalement. C'est un facteur de croissance. Ça fait pousser les veaux, ça fait grandir extrêmement rapidement. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, nous ? Bah, pas vraiment. Donc pas tous les jours en tout cas, en théorie, ou en tout cas une seule fois par jour, un produit laitier. Ce serait bien une seule fois par jour. Au-delà de ça, moi je vous invite, lorsque vous allez à un supermarché ou autre, de regarder derrière l'étiquette, même si c'est chiant, mais ça permet de se rendre compte, en fait c'est juste le travail que j'ai fait tout à l'heure, de regarder et imaginez-vous le petit sucre de 6 grammes là. Hein, quand vous regardez derrière par pot, et vous verrez, vous êtes facilement à 4, 5 grammes de sucre par pot. Vous êtes quasiment à 1 sucre par pot de yaourt. Même si le pot est sans sucre ajouté, regardez derrière, ça ne veut rien dire. Ouais. Alors, c'est pas un sucre ajouté. Alors, on peut jouer sur les termes, et c'est ce que font les industriels. Ils vont vous enrichir en lactose, en fait, pour rajouter encore plus de conservateurs et pour pouvoir garder des yaourts encore plus longtemps. Et effectivement, c'est là qu'on va revoir, même si on va vous mettre sans sucre ajouté, c'est qu'on ne va pas rajouter de nouveaux sucres, en fait. Et c'est là le piège. Il y a un véritable biais d'interprétation lorsqu'on va regarder, en fait, ces pots de yaourt. Donc effectivement, c'est là qu'on va voir sur sucre ajouté. De toute façon, vous avez des mentions maintenant et vous allez voir du coup le nombre le grammage. Et c'est intéressant de voir sur la journée, finalement, tout ce que vous consommez. Amusez-vous juste une journée normale sans tricher. C'est un peu comme quand on fait un bilan chez la diététicienne, on vous demande un calendrier sur la semaine. Bah, faites votre calendrier, pas nécessairement sur la semaine, mais sur une journée, et regardez derrière ce que vous mangez et essayez de compter le nombre de sucres que vous consommez par jour. Est-ce que vous avez des questions ? C'est bon pour vous ? Vous n'avez pas le moral trop miné ? C'est bon ? Merci à vous.